Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire des otages de Boko Haram libérés au Nigeria. L'opération militaire a été menée à 70 km au sud de Maiduguri, la plus grande ville du nord-est du pays. Le secteur du tourisme à Madagascar est en crise et les arrivées de visiteurs étrangers sont en nette baisse. En cause, la situation politique depuis le coup d'État de 2009. Et le Sénégal veut investir dans les énergies renouvelables en développement des énergies vertes qui devrait permettre de mieux répondre aux besoins en électricité. Mais tout d'abord au Burundi, comme Harerimana, représentant du parti au pouvoir dans la commune de Kanyosha, a été tué ce mardi par des hommes armés non identifiés. Un assassinat qui fait suite à celui du général Adolphe Shimirimana dimanche à Bujumbura. La crise sécuritaire que traverse le Burundi a débuté lors de l'annonce par le président Pierre Nkurunziza de son intention de se porter candidat à un troisième mandat. Au Nigeria, l'armée a annoncé dimanche avoir libéré 178 otages de Boko Haram. Un commandant du groupe terroriste aurait également été capturé au cours de cette opération militaire. Parmi les otages sauvés figurent une centaine d'enfants. Aïloun Guindo et Grazela Tchakounti. C'est dans la journée du dimanche 2 août que l'armée nigériane a mené une offensive aux alentours d'Olari, localité située à 70 km au sud de Maiduguri, la plus grande ville du nord-est du Nigeria. Les militaires nigérians annoncent avoir libéré 101 enfants, 67 femmes et 10 hommes tenus en otage par le groupe islamiste Boko Haram. Cette libération de 178 otages, y compris des enfants, est une bonne chose. Je pense que c'est une très bonne chose, c'est un bon résultat pour le moment, mais il va falloir rester prudent en sachant que ce groupe terroriste qui est Boko Haram a également des stratégies qui évoluent en fonction de la riposte qu'il trouve en face. Donc il va falloir être très prudent, renforcer les mesures de sécurité, également renforcer les moyens en termes de renseignement, puisque la lutte contre le terrorisme ne se gagnera qu'avec des renseignements, des services de renseignement efficaces. Donc c'est une urgence de lutter contre ce phénomène qui est Boko Haram. Le succès d'une telle opération s'ajoute aux libérations d'otages de Dikwa et de Kondouga, toujours dans le nord-est du Nigeria. 89 otages de Boko Haram avaient également été sauvés. Face à la vague de violence qui frappe cette région du Nigeria depuis l'investiture du président Muhammadu Buhari le 29 mai dernier, de telles opérations semblent démontrer que la lutte contre les islamistes est bel et bien l'une des priorités du gouvernement. Il y a une nouvelle volonté politique de lutter contre la nébuleuse Boko Haram. Donc, suite à l'élection de Muhammadu Buhari, un certain nombre de mesures avaient été prises récemment également, notamment le changement complet et total du commandement militaire au niveau de l'état-major de l'armée. Donc, cela montre bien que la lutte contre Boko Haram a pris une nouvelle direction de la part du Nigeria et des pays voisins également. Donc, on peut noter aussi la visite du président Buhari qu'il a effectuée récemment auprès de ses voisins, notamment le Cameroun. La vague de violence perpétrée par Boko Haram depuis maintenant plus de 2 mois s'est étendue au Tchad et au Cameroun qui subissent ces dernières semaines des attentats suicides inédits. De même, un commandant du groupe islamiste aurait été capturé lors de ce raid, selon un communiqué du porte-parole de l'armée nigériane. Et les autorités nigérianes ont sauvé 281 victimes du trafic humain dans le sud-ouest de Lagos entre janvier et juillet 2015. L'agence nationale chargée de lutter contre ce fléau doit désormais s'assurer que les victimes retournent auprès des bonnes personnes pour éviter que cette situation ne se reproduise. L'agence possède également un fonds visant à la réinsertion des victimes. À Madagascar, les professionnels du tourisme tirent la sonnette d'alarme. Le secteur est en effet touché de plein fouet par la crise. Les arrivées ont été divisées par 2 entre 2009 et 2014. 2009 date du coup d'État qui a plongé la grande île dans une situation politique instable. Emmanuel Milimono. Madagascar, la grande île, veut relancer son tourisme en panne depuis 2009. Plusieurs facteurs sont à la base de cette crise, notamment le coup d'État de 2009 et l'intérêt de plus en plus grandissant suscité par les îles voisines telles que l'île Maurice et les Seychelles.
Pour la relance du secteur, le pays tente de promouvoir ses plages préservées ainsi que ses forêts de lémuriens dans l'espoir d'attirer plus de visiteurs. En 2008, le tourisme était très prospère à Madagascar. Mais depuis les problèmes politiques de 2009, les touristes se font rares. En 2008, par exemple, Madagascar a enregistré environ 400 000 touristes avant de chuter en 2013 à 200 000 visiteurs. En mettant en valeur ses forêts tropicales denses, sa faune et sa flore unique, Madagascar compte attirer 1 million de touristes d'ici à 2020. Parmi les facteurs bloquants, l'insécurité, la mauvaise qualité des infrastructures de transport et le coût élevé des billets d'avion. Nous devons juste faire le choix de libéraliser le transport aérien. Libéralisation qui, pour certaines compagnies, implique le transport domestique. Le gouvernement a tenu des discussions avec Kenya Airways et Air France en vue d'introduire de nouvelles voies internationales qui ouvriraient les marchés en Afrique, en Asie et en Amérique du Nord. L'industrie minière malgache est frappée par la chute des prix de matières premières sur les marchés mondiaux. Le nouveau gouvernement a fait de la relance du tourisme une priorité. Les écosystèmes uniques du pays parviennent encore à attirer des visiteurs qui considèrent que cette diversité naturelle riche présente des opportunités de croissance. En tant que géographe, je m'intéresse au développement durable, au tourisme durable et à Madagascar qui est un endroit très agréable. L'un des points sur lesquels nous concentrons nos efforts, ce sont les possibilités qu'offre le tourisme durable. La grève d'1 mois du personnel d'Air Madagascar a paralysé le secteur. Mais selon des analystes, la volonté de l'île de tout mettre en œuvre pour attirer les touristes qui affluent vers les Seychelles et l'île Maurice nourrit l'optimisme. En Égypte, le nouveau canal de Suez sera inauguré ce jeudi 6 août. Une cérémonie officielle doit avoir lieu en présence de plusieurs chefs d'État. Longue de 72 km, la nouvelle voie a pour ambition de doubler la capacité du trafic sur cette artère reliant la mer Rouge et la mer Méditerranée. Le gouvernement égyptien ambitionne de faire passer les revenus du canal de 5,3 milliards de dollars en 2015 à 13,2 milliards en 2023. Au Sénégal, l'accès à l'électricité reste toujours un problème pour une partie de la population. Pour certains, l'une des solutions pourrait se trouver dans le développement d'énergies alternatives. Les autorités souhaitent ainsi investir davantage dans les énergies vertes. Un reportage de notre correspondant El Adiaï. L'approvisionnement en électricité constitue un problème pour le Sénégal et ceci depuis plusieurs années. Aujourd'hui, seulement 33% des 14 millions d'habitants du Sénégal ont accès à l'électricité avec un taux de couverture de 57% en milieu urbain et 10% en milieu rural. À cela s'ajoute le prix exorbitant de l'électricité existante, une situation qui s'explique par plusieurs facteurs. On peut citer la dépendance du pays à l'énergie fossile. Étant essentiellement dépendant des énergies fossiles, le Sénégal se trouvait dans une mauvaise posture, étant donné qu'il est déjà extrêmement difficile de contrôler les aléas de cette source d'énergie. Deuxièmement, c'est une source d'énergie qui coûte extrêmement cher et qui pèse lourd sur le budget de l'État, de telle sorte, par exemple, que l'État peut-être n'est pas en mesure d'assurer ce qu'on appelle les investissements souverains dans le domaine de la santé, par exemple, et de l'éducation. Face à cette situation et à la raréfaction des énergies fossiles en général, les sources d'énergie renouvelables pourraient être une alternative à explorer. Le pays dispose de sources d'énergie comme le solaire, l'éolien, l'hydraulique et la biomasse. Que si ce n'était pas possible, je ne pense pas que ce serait érigé en objectif étatique. C'est possible d'abord parce que nous disposons, comme je l'ai dit, de ces ressources-là. Le Sénégal est l'un des pays les plus ensoleillés au monde, ça c'est un. Et deuxièmement, nous sommes, en tout cas au niveau de la Grande Côte, pourvu de ressources éoliennes considérables. C'est possible également parce que le Sénégal a pu définir une stratégie qui lui permet de mettre sur pied toutes les dispositions nécessaires en termes de ressources humaines, mais aussi en termes de vision technique qui nous permettent de pouvoir changer la donne au niveau énergétique du pays. L'État du Sénégal compte réduire au maximum sa consommation en électricité en installant des lampadaires solaires photovoltaïques autonomes dans les édifices publics. Le pays va accroître de 20% d'ici à 2017 la part des énergies renouvelables. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.